quand j'étais jeune, en première, j'ai découvert en fait l'occasion de cours sur la science économique et sociale, puisque j'étais en filière ES. Moi, j'ai découvert la sociologie. J'ai eu de la chance. C'est un professeur qui s'appelle Robert Minéo, qui nous a fait découvrir un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu. Et donc, ça a été un peu un coup de foudre, puisque pour moi, c'était comme une révélation. Je découvrais à l'occasion de ces lectures et des études qu'on en faisait en classe, je commençais à comprendre dans quel monde je vivais. Je m'explique, Roubaix, c'est une ville qui a connu les années noires. C'est une grande cité industrielle textile qui a vu toute son industrie s'effondrer entre les années 70 et 80. Et moi, je suis arrivée finalement, j'étais au lycée après. Et dans mon entourage proche, dans mon quartier, partout, dans toute la ville, il y avait les stigmates de cette histoire et surtout beaucoup de souffrances sociales liées à la perte des emplois et liées à l'absence d'avenir. Et nous, on était un peu la génération qui arrivait au moment où finalement l'âge d'or était terminé et qui finalement n'était pas du tout ce que semblait vivre une partie des gens, en tout cas de ce que montrait par exemple la télé. C'était notre... comme on ne bougeait pas beaucoup, qu'on voyait du reste du monde, et en l'occurrence de la France, c'était comment les gens vivaient ailleurs, c'était pas du tout la façon dont on vivait nous. Et donc, du coup, Bourdieu, finalement, avec cette histoire des inégalités, de la reproduction des inégalités, nous donnait une clé de lecture en révélant les raisons pour lesquelles une ville comme ça, un territoire comme ça, des gens comme ça se retrouvaient dans ces situations-là et que c'était pas forcément de leur faute, mais c'était un fonctionnement des institutions, un fonctionnement de l'économie, un fonctionnement de la société qui conduisait à cette situation. Donc cette révélation, elle s'est suivie par une forme d'engagement, parce que tout de suite, on a été confrontés aussi en milieu scolaire à ces inégalités. C'est un lycée qui est devenu d'où les classes moyennes ont fui parce qu'il y avait de plus en plus d'enfants, de jeunes en difficulté qui fréquentaient ce lycée et que du coup les familles décidaient des stratégies scolaires en inscrivant leurs enfants à l'autre bout de la ville ou dans des lycées privés et d'un côté de l'éducation nationale qui cherchait des solutions pour essayer de tirer leur épingle du jeu, et un des enjeux c'était de faire en sorte que les taux de réussite au bac soient les meilleurs. Et donc ils ont fait quelque chose d'assez spécial qui ne serait plus du tout accepté aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait des classes, non pas de niveau, mais des classes ethniques. Donc ils ont séparé en fait les gens issus de l'immigration, considérant que c'était eux le problème, des gens qui n'étaient pas issus de l'immigration. Et je me retrouve dans la classe une classe où il y avait effectivement une partie de gens avec des niveaux très bas. Et surtout, ce qui nous était commun à tous, c'était que visiblement, on avait tous des patronymes à consonance étrangère et des redoublants. Donc on partait pas avec les mêmes chances, forcément. Et les autres avaient un prof agrégé en économie, sachant que c'était à l'époque coefficient 10 au baccalauréat. Et nous, on avait un prof remplaçant. Et en cours d'année, ils décident de nous enlever le prof remplaçant. Ça a été le début d'un engagement pour moi. Et là, je fais une manif, une grève, et on arrête d'aller en cours pendant 3 semaines. Et donc du coup, on a fait une marche sur le rectorat, on a dénoncé en fait la situation en expliquant qu'on était contre, on était à quelques mois du bac, on en avait besoin, et puis on en a profité pour dénoncer le reste, c'est-à-dire que c'était des classes ethniques, que c'était complètement inadmissible. Et ça a été vraiment le premier engagement, et j'étais évidemment complètement leader de ce mouvement-là, avec une copine, une très chère amie à moi. Et on finit par, sur une classe de 38, à être 5 à avoir notre baccalauréat. Non seulement, effectivement, il y en avait qui partaient avec des sacrées casseroles, force est de le constater, mais on ne leur a donné aucune chance de réussir. Parce qu'on mettait tout en œuvre pour leur donner moins que les autres, alors qu'ils avaient besoin de plus. On se dit, mais pourquoi ? Et donc moi, c'est quelque chose qui m'a travaillé tout le temps. Et donc je suis partie à la fac faire de la sociologie, puis des sciences politiques, et avec cette idée toujours, cette soif de comprendre et d'agir. J'étais conseillère technique en Picardie sur la politique de la ville, donc j'étais assez jeune et
À l'époque, c'était vraiment une chance, quoi. Mais entre deux, comme je trouvais que la vie était trop ennuyante, j'ai trouvé le moyen, avec un copain, de fonder l'Université populaire à Roubaix. Donc je me suis lancée dans un projet de création c'est mon premier projet d'entrepreneuriat social. Le but, c'était en fait on faisait des conférences pour tous, c'était des cours publics, sur la question de l'insertion sociale et professionnelle, sur la question de la crise écologique et des discriminations. Je passionne pour les inégalités sociales. À un moment, quand même, la question environnementale, la conviction profonde que finalement, c'était un facteur d'apaisement, la nature, qu'on vivait que dans du minéral, que c'est normal que les choses se passent mal. Et du coup, je me disais, bon, forcément, il faut que je comprenne mieux. Et encore une fois, il faut que je comprenne mieux. Et donc, je décide forcément de retourner à l'université pour faire un master en ingénierie de l'environnement. Je pensais qu'il fallait un changement plus global dans le rapport de l'homme à son environnement et dans la manière dont aussi les entreprises, l'économie, la façon dont on consomme, la façon dont on vit, dont on se déplace, se fait davantage en harmonie entre nous, mais aussi avec l'environnement. J'ai commencé à me passionner pour la question du textile et de la mode. Et j'ai commencé à me demander pourquoi on en était arrivé là. Dans les années 2000, on accélère tout, c'est la fast fashion, c'est l'avènement du réassort permanent. On est passé de printemps-été, automne-hiver à on change tout le temps. Le fait d'avoir de la nouveauté en permanence, c'est une façon d'attirer les gens dans les magasins. Dans les dernières années, là, on a encore accéléré évidemment le changement parce que les réassorts permanents ne suffisaient plus à attirer les gens, donc on est passé au solde permanent, au discount permanent, on a toujours l'impression de faire la bonne affaire. Produire toujours plus, vendre toujours plus, consommer toujours plus, et jeter toujours plus à la fin accessoirement. Les petits projets collaboratifs, coopératifs, c'est bien, mais j'aimerais bien savoir comment on fait pour faire changer l'économie à grande échelle. Une entreprise, par exemple, si on prend les success stories de l'entrepreneuriat récent, alors c'est pas mes modèles du point de vue des valeurs et du point de vue de ce qu'elles produisent, pas du tout, mais par exemple si on prend Amazon, si on prend Facebook, si on prend Macintosh, etc., ces entreprises-là ont changé la face du monde, ont changé la façon dont on vit. J'ai fait une formation à l'IAE, en entrepreneuriat et innovation. J'étais déjà dans la logique de dire, moi ce qui m'intéresse c'est la mode et l'habillement. Je veux comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais ça c'est pas la formation qui y répondait, c'est tous les travaux que j'ai fait par ailleurs. Et j'ai envie d'accompagner un changement pour faire en sorte que l'économie telle qu'elle est devienne plus vertueuse et de faire naître des initiatives qui permettent de refaire vivre la filière textile, parce qu'il y a encore les savoir-faire, il y a encore une histoire. Je suis sûre qu'il y a encore un avenir pour la mode et l'habillement dans la région de Hauts-de-France. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé sur différents projets, et puis je suis arrivée finalement à avoir un peu deux activités qui sont essentielles. La première, c'est que je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire que ayant étudié la filière mode, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une mode éthique est-elle possible. Donc je fais du plaidoyer en quelque sorte, puisque je fais des conférences pour raconter cette histoire de la mode. Et puis j'organise un événement qui s'appelle les Fashion Green Days, qui est le forum de la mode circulaire organisé avec une association qui s'appelle Norcrea, où moi je pilote cet événement et qui a eu lieu une première édition l'année dernière, qui a eu 1200 visiteurs, toutes les grandes entreprises de H&M, C&A, en passant par les petits créateurs, les chercheurs, ceux qui travaillent sur la science des matériaux. C'est un forum, donc il y a 2 jours de conférences où on essaie de répondre à la question très simple: comment fait-on en sorte d'appliquer les principes de l'économie circulaire à la filière mode aujourd'hui et maintenant? Mon leitmotiv aujourd'hui, c'est de passer ce message, de dire, faut arrêter cette course folle. On fait la liste, on se dit, mon Dieu, du point de vue écologique,
On regarde les conditions de travail. On se rend compte que sur un t-shirt vendu 25 €, c'est Fairwear Foundation qui le dit, on a 0,6% qui est consacré au salaire de la personne qui a fabriqué le produit. Quand on voit le modèle économique avec le discount permanent, finalement, de produire pas cher à l'autre bout du monde et faisait espérer des marges conséquentes, finalement, on se rend compte que c'est pas, la promesse n'est pas au rendez-vous. Donc finalement, si on produisait localement la même chemise, le même pull, etc., de manière intelligente, peut-être que on pourrait, à la fin, sur son business model, que ça tiendrait. C'est-à-dire qu'on en vendrait peut-être moins, peut-être à un prix plus juste, mais le cumul des marges serait plus intéressant. La France a un rôle à jouer. Elle joue un rôle culturel, parce que la mode, c'est un acte culturel, c'est aussi un message qu'on passe. Et donc la France est regardée, et la Fashion Week, c'est l'histoire de la mode, se passe à Paris. Et bien, demain, si elle fait ce choix-là, elle peut être suivie par tout le monde. Commençons par la France, mais commençons par les Hauts-de-France, et moi je commence même par ici, maintenant. Le fait d'acheter moins est la clé numéro 1 pour choisir la mode éthique. On achète moins, mais mieux. L'économie de la mode de demain, c'est une économie de la seconde main. C'est une économie de la fonctionnalité avec de la location de vêtements, avec des vestiaires partagés, avec des matériaux locaux transformés localement avec une traçabilité de produits, une transparence. C'est de la mode circulaire. Donc on peut tout imaginer. Aujourd'hui, moi, on me dit que je suis une bobo. C'est un pied de nez à la vie. Parce que moi, j'ai grandi dans une situation, mais complètement... Mais voilà, où des fins de mois, c'est très, très dur. Parler de désastre de l'industrie textile, c'est tout le monde qui était au chômage, y compris mes propres parents. Donc, avec des périodes d'emploi, de sous-emploi, enfin, tout ce qu'on veut. Moi, je n'ai jamais connu de période de prospérité dans ma vie d'enfant et d'adolescente. Et donc, après, moi, j'ai fait des choix de vie qui n'ont jamais été fondés sur le fait de gagner beaucoup d'argent parce que finalement, j'avais la sobriété heureuse. Je pense que c'est peut-être parce que j'avais trouvé déjà d'autres sources de reconnaissance et de passion dans la vie. Et aujourd'hui, je fais un choix de vie. Je suis pas c'est pas parce que j'ai été privée que je suis assoiffée aujourd'hui.